Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, puisque c'est la dernière analyse de la semaine, ou la première de la séance suivante plutôt, de la semaine suivante. On va commencer par le bilan des trades et des stratégies qui ont été proposées il y a un mois. Et on sait maintenant que certaines ont échoué, d'autres ont réussi. On va faire le tour maintenant. Alors, regardez pour commencer l'analyse technique, la stratégie proposée sur Sopra. C'était le 29 juillet, vous pouvez retrouver la vidéo. Et on avait mis en place une stratégie basée sur courbe Kopok qui, dans le cadre de l'action Sopra, avait fonctionné 80% des fois sur les 30 dernières occurrences. L'objectif, c'était de parcourir une distance qui était au moins égale à la clôture vis-à-vis du plus bas récent. Et on avait fait le pari qu'on irait chercher cette distance vers le haut. Et là, c'est un échec, comme vous pouvez le voir, cuisant même, puisqu'on a pris, et vous allez le voir pour toutes les actions qu'on a faites il y a un mois, le problème, c'est qu'on a pris la décharge baissière des marchés. Et donc, ça a fait forcément son petit effet négatif sur les stratégie. On devait faire plus 9,04 avant de faire moins 9,04. Et comme vous voyez, le perdant, puisque cette mèche qui correspond à l'attaque à laquelle on assistait sur le CAC 40 eh bien, a emporté le stop loss avec lui, même si on s'est remis doucement de nos émotions. Dans ce cas-là, ça aurait été un échec. Autre stratégie, même sanction, c'était sur le super trend et j'avais fait un backtest consistant à regarder, à viser un achat lors de la cassure de super trend en mettant un stop loss en dessous des précédents plus bas et en visant la même distance mais au-dessus. Stratégie qui avait été valable dans 61% des cas sur Kering lors des 30 dernières occurrences. Et là aussi, c'est la même chose, c'est un échec puisqu'on a progressé. Et lorsque les marchés ont décroché, eh bien, ils sont venus toucher le stop loss ici à 7,18%. Donc là, c'est un nouvel échec, toujours dans les mêmes circonstances. La troisième étude était celle qui a été faite sur le cycle de chiffres. C'était Esker avec une stratégie consistant à acheter lorsque l'on rentrait en zone de surachat à plus de 80, enfin c'est pas la zone de surachat, la zone d'achat des 80%. Et l'idée c'est qu'il fallait faire plus 12,16 avant de faire moins de 12,16 et ça avait fonctionné dans 70% des cas sur les 30 dernières occurrences sur Esker. Et là, on a senti le vent du boulet, puisque pareil, lors de l'attaque à laquelle on a assisté, on est venu descendre, on a perdu plus de 10%. Heureusement, le stop loss n'a pas été touché et puis on a retrouvé finalement de l'élan et de l'allant. Et bon, c'est un trade qui est en cours. Alors, ce qui est très important, c'est que vous voyez que voilà, ce sont des choses qui arrivent. Lors des précédents bilans, lors des 4 derniers bilans, j'ai fourni des résultats qui étaient plutôt positifs. Mais là, voilà, quand les marchés décrochent en général, toutes les stratégies qui sont à ce moment-là engagées, eh bien, sont mises à mal et c'est comme ça, c'est normal. Si vous tenez une comptabilité des stratégies que je vous ai proposées, vous voyez bien que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, mais ça fait partie des règles du jeu. Par contre, on avait quand même pas mal d'actions qui en avaient laissé car le résultat était en cours. Alors, c'est des actions qui sont plus vieilles, notamment une stratégie sur l'alligator qui a été faite le 14 juillet. Cette proposition de trade avait été faite avec l'outil alligator que vous pouvez retrouver, c'est la vidéo du 14 juillet. Donc, et il fallait faire plus 5,80 avant de faire moins 5,80. Lors du précédent bilan, le trade était toujours en cours et là on a eu de la chance puisque lors des dernières séances, on a eu le temps d'aller chercher l'objectif avant de nous effondrer, mais c'est pas grave parce que l'objectif il était de sortir à 5,8%. Donc là, du coup, pour LVMH, c'est un succès. On avait un autre
trade qui était en cours, c'était sur courbe Kopok encore, mais cette fois sur Altarea. C'était une étude du 16 juillet 21. Il fallait faire plus 8,46 avant de faire moins 8,46. On n'avait pas réussi pour l'instant à faire 8,46, c'était en cours. Et là, pareil, on a eu de la chance puisque on a réussi à monter jusqu'à 9,56 avant de subir les foudres des baissiers. Donc là, voilà, sur ces vieilles actions, on voit que ça a fonctionné. Donc voilà, je pense que c'est important que vous voyez que rien ne fonctionne tout le temps. Ceux qui découvrent l'analyse technique et le trading auraient pu penser qu'au regard des précédents bilans, c'était simple de gagner de l'argent sur les marchés. Non, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise série, comme celle qui a accompagné donc la baisse conséquente des marchés il y a à peu près 3 semaines maintenant. Et voilà, je tenais vraiment à vous montrer en toute transparence ce que ça peut donner, mais ce sont des choses qui arriveront encore, et lorsqu'on est porté par les marchés, eh bien les stratégies fonctionnent très bien. Lorsqu'on est plombé par les marchés, les stratégies fonctionnent moins bien. Voilà, c'est comme ça. On passe maintenant à l'analyse du CAC 40. Si vous avez aimé ce format, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur mon site. N'oubliez pas mon site de podcast où je reçois les meilleurs traders français que je connais. Et on passe tout de suite à l'analyse du CAC 40. Et concernant le CAC 40, les nouvelles ont été plutôt bonnes puisque tout le monde appréhendait l'intervention de Jérôme Powell au symposium de Jackson Hole, et on craignait qu'il n'annonce un resserrement monétaire rapide et violent compte tenu de la bonne santé de l'économie. Et en fait, il n'en a rien été. Il a vraiment réussi à calmer les investisseurs, puisque s'il annonce bien un début du tapering cette année, voire même peut-être en septembre, donc un ralentissement dans le rachat d'actifs. Il a également insisté sur le fait que la hausse des taux d'intérêt n'était pas d'actualité, et du coup le cocktail a été parfait pour les investisseurs qui à la fois voient que le tapering tellement craint sera mis en place, donc ça réduit l'incertitude, mais dans un contexte de taux d'intérêt toujours faible, donc favorable aux entreprises. Et donc tout le monde est content, les marchés américains ont terminé sur des records. Le CAC 40, quant à lui, préserve la zone de support hebdomadaire des 6628, 6686. Le chandelier du jour est plutôt de bonne facture, avec une clôture sur les plus hauts, une bougie verte, donc on termine plus haut que l'on a ouvert. La bougie Aiki Nashi du moment montre que la pression baissière se réduit séance après séance. Alors la séance à laquelle, le chandelier auquel on assiste vendredi est plutôt un chandelier d'incertitude qu'un chandelier haussier. On le voit à la longueur relative de la mèche haute et de la mèche basse par rapport à un corps quasiment absent. Donc ce n'est pas une bougie véritablement haussière, mais en tout cas on peut absolument pas qualifier ça de bougie baissière, donc c'est bien également. On a toujours le support journalier ici des 6605, 6162 qui existe et qui pourrait éventuellement rattraper les cours en cas d'attaque baissière, mais il semble que de plus en plus d'éléments militent pour une fin de consolidation, même si encore une fois on le verra, c'est pas acquis, mais on va dire ça évolue dans le bon sens. La moyenne mobile à cette période est maintenant franchie à la hausse, elle est descendante, donc la tendance immédiate n'est plus baissière, elle est simplement neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, quant à elle, est de plus en plus plate, mais elle est toujours légèrement haussière, on est en dessous, donc la tendance générale est également neutre. Par contre, la moyenne mobile à 50 jours reprend une pente légèrement haussière. Bon, ça se joue sur pas grand chose, donc on va dire que c'est bien parti pour avoir une tendance de fond haussière, mais c'est encore un peu faiblard. La moyenne mobile à 200 jours, elle n'a pas dévié, on est toujours en tendance haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Les bandes de Bollinger sont dans une situation où la compression ou la convergence montre que la tendance au regard de cet indicateur est plutôt neutre. À noter également, puisque ça a été un petit peu le fil conducteur de ma prudence dans les précédentes semaines, que
on est normalement dans une configuration où on devrait clôturer au moins une fois en dessous des 6606. Je vous rappelle que ça a été backtesté, que dans 9 cas sur 10 sur les 30 dernières occurrences, on clôture plus bas que la bougie qui a cassé le super trend. On peut se demander si actuellement on n'est pas dans une des fois entre guillemets où cela ne se produira pas, comme ça c'est pas produit 10 fois sur enfin 10% des fois lorsqu'on a backtesté ça, on verra. Et également, on a les éléments, les autres éléments techniques qui montrent une chose intéressante, c'est le MACD 0. Le MACD 0 qui vient de croiser au-dessus de son signal, qui vient de croiser son signal à la hausse. Alors du coup, ça va être l'objet du backtest du jour, puisque vous le savez, hein, je cherche toujours un backtest qui aille dans mon sens hein, pour acheter, même si effectivement c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans le format que je partage avec vous, c'est ce que je fais. Et j'ai donc backtesté ce qui s'est produit les dernières fois que le MACD 0 a croisé son signal à la hausse. Hein, c'est très réactif le MACD 0, il y a beaucoup de signaux, beaucoup de faux signaux, dans un contexte où le croisement se faisait en dessous de la ligne des zéros, ce qui est le cas actuellement. Donc j'ai essayé de coller quand même un minimum à ce qui se passe actuellement. Et la première occurrence, elle est arrivée là. Et ce sur cette bougie donc de croisement là. Donc j'ai regardé ce qui se passait et si on avait une chance de manière répétée et statistique hein, de rallier un objectif calculé de la manière suivante. La bougie, le signal a été donné sur cette bougie. Je mets un stop loss sous les 3,27, le précédent creux. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 3,27 ou plus 3,27? Et vous voyez, là, on a fait beaucoup plus que 3,27. On a fait 7,02 même. En tout cas, c'est un succès. Et qui succède en fait à deux échecs consécutifs. Celui-là, vous voyez, sur cette bougie-là, on a eu le signal. Et a-t-on d'abord fait moins de 77 ou plus de 77, on a d'abord fait moins de 77, on aurait été déclenché ici, en tout cas c'est une perte. Et un autre signal baissier aussi ici qui n'a pas fonctionné sur cette bougie, vous voyez, a-t-on d'abord fait moins 1,17 ou plus 1,17, on a d'abord fait moins 1,17, on aurait été déclenché sur cette bougie. J'ai pas tenu compte évidemment du croisement, attendez non, ça j'en ai tenu compte, donc un succès, un autre succès, un échec, encore un succès ici. Je veux dire que j'ai pas tenu compte de ce signal ici puisque se produisait au-dessus de la ligne des zéros et j'ai essayé de coller quand même un peu à ce qui se passe actuellement. Donc ça aurait fonctionné mais j'en ai pas tenu compte et on déroule à présent. Encore un échec, un succès pardon. Un succès, un échec, un succès, un échec, un succès. Encore un succès. Un échec, un succès, un échec, un succès, un succès, deux échecs, un succès, un échec, un succès, un succès, un échec, deux échecs, un succès, trois échecs. Et ça y est, on arrive à 30, je suis allé jusqu'à 31 occurrences pour essayer de trouver un petit avantage. Mais non, vous ne rêvez pas, on est bien à 16 succès et 15 échecs. Donc en termes de probabilité, on va dire que si ce backtest était valable, et il n'est pas valable parce qu'on ne peut pas tirer de loi sur 31 occurrences, mais on a autant de chances finalement de venir faire un plus bas par rapport à un 84 que de faire plus un 84. Alors, ça ne veut pas dire pourtant que le backtest n'est pas rentable, vous le savez très très bien. Maintenant, il faudrait jouer un petit peu avec le ratio gain-risque et vous avez déjà vu, vous avez dû remarquer si vous avez l'habitude qu'en prenant un objectif plus large et un take profit plus large, à mon avis, c'est un système qui est rentable. Mais dans l'immédiat, je vais m'abstenir d'acheter parce que, un, j'ai pas de backtest en ma faveur et puis deux, j'ai un autre backtest qui m'embête et vous le savez bien, hein, c'est celui-là, hein, c'est celui du super trend qui quand même me taraude un petit peu. Donc en tout cas, voilà la nouvelle au niveau des indicateurs techniques. L'Ishimoku est plutôt en dégradation, on va dire, hein, puisque comme vous pouvez le voir, le problème ne vient pas vraiment du nuage, hein, puisqu'on est toujours avec une SSB, avec un nuage qui est bleu, donc haussier, mais avec une SSB qui est plate maintenant depuis des séances et de nombreuses séances, ça veut pour moi dire qu'on se rapproche dangereusement d'une tendance de fond qui serait neutre et plus haussière. En plus, on est au-dessus de la Tenkan, en dessous de la Kijun, avec un croisement Tenkan-Kijun à la baisse. Alors attention, j'ai déjà backtesté ça avec vous, hein. Un croisement Tenkan-Kijun à la baisse lorsqu'on est au-dessus du nuage, c'est pas vraiment dangereux, mais c'est quand même quelque chose qui montre que la tendance de court terme n'est pas folichonne. Lors du backtest qu'on avait fait, en gros, on n'était pas à l'aube d'une séquence dangereuse lorsque la Tenkan casse la Kijun à la baisse alors qu'on est au-dessus du nuage, hein.
En tout cas, ça nous amène donc au trade du jour et c'est un peu compliqué, mais techniquement, enfin c'est technique, c'est compliqué de prendre position, mais c'est en même temps très simple en termes de stop loss, hein, puisque si vous croyez à la hausse maintenant, ok, il suffit de mettre un stop loss à mon avis en dessous des 1,81, vous visez au moins un retour sur la résistance journalière, vous avez un excellent ratio gain-risque. Ok, moi je vais attendre un signal un peu plus fort, on va dire, mais c'est quelque chose qui est totalement jouable. Si vous êtes baissier, le problème maintenant, c'est de trouver où vous allez mettre votre stop loss. Je pense que le plus évident, c'est de le mettre au-dessus, en cas de clôture au-dessus de la Tenkan. Ok, puisque si, alors là, le problème c'est qu'il faut attendre la clôture par définition, donc vous savez pas exactement combien ça va vous coûter cette histoire, mais si vous visez un retour sur le support à 1,17 et que vous mettez un stop loss au maximum 1,17, vous avez un ratio gain super 1, mais je vous encourage vraiment pas à le faire ce trade là parce qu'on est sur des supports qui ont été défendus, donc je n'aime pas viser des objectifs qui seraient en dessous de support, ce qui serait le cas ici si on spéculait à la baisse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. J'invite à regarder à la fin de cette séance l'analyse technique de moyen terme. J'ai modifié un petit peu le format pour suivre un petit peu le profil de mes followers, notamment maintenant l'analyse technique de moyen terme sur les indices et les cryptos est clairement dédié à ceux qui veulent investir progressivement et construire une position de long terme, c'est-à-dire par exemple pour les indices américains, ou j'ai même fait un truc sur le marché, sur les indices des marchés émergents, pour ceux qui voudraient par exemple acheter des trackers et investir petit à petit. Donc en fait je mets en lumière quelles seraient mes zones d'accumulation pour investir petit à petit toutes les semaines par exemple ou tous les mois. J'ai fait pareil pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, bref. Si vous avez des envies d'investir de long terme pour ces indices ou ces cryptos, vous devriez être intéressé par ce nouveau format de l'analyse technique de moyen terme et également la préparation de la semaine de trading sur indices, sur crypto, il y aura aussi d'autres actions analysées. Voilà, tout ça, ça sera disponible si ça ne l'est pas déjà. À demain pour la mise à jour.